Sandrine Diers, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de Chers Clients de venir nous parler de votre entreprise, c'est-à-dire France Loisirs. On connaît tous France Loisirs, du moins on croit qu'on connaît. Vous pouvez juste nous dire un peu quelle est cette entreprise et combien de personnes, ce que ça fait exactement, qu'on soit tous d'accord là-dessus? Donc France Loisirs, c'est le plus grand club de livres en France, voire même maintenant au monde. Donc c'est une entreprise qui a fêté ses 40 ans il y a 2 ans. C'est vrai que c'est une entreprise qui fait partie du patrimoine français et qui jouit d'une très forte notoriété auprès du grand public. Donc le principe en fait de France Loisirs est que nous avons un fichier de clients que nous nommons adhérents. Et donc le client qui adhère à France Loisirs en fait se voit proposer des livres à prix réduit contre un système d'engagement d'achat. Puisque chaque saison il reçoit chez lui un catalogue et il doit faire son choix d'au moins un livre parmi ce catalogue. Un livre tous les combien? Un livre par trimestre. D'accord, 4 livres par an. 4 livres par an. Une sorte d'exploit. Non, parce qu'au contraire, compte tenu de l'ensemble de la production française en termes de littérature, France Loisirs en fait se positionne réellement comme un sélectionneur. Donc l'objectif en fait de l'offre que l'on propose, c'est vraiment d'aller chercher des clients qui ont du mal à se retrouver et à choisir parmi la pléthore de titres qui paraissent chaque année, en leur disant parce que nous connaissons bien nos clients depuis 40 ans, nous savons quels sont les titres qui sont les plus à même de lire et quelle est l'offre la plus intéressante pour eux. Donc nous faisons une présélection d'environ 700 à 1000 titres par trimestre que nous leur proposons via le catalogue, et ensuite le client n'a plus qu'à faire son choix à l'intérieur de ce catalogue. C'est incroyable. Alors, France Loisirs, c'est combien de personnes? France Loisirs, c'est un peu moins de 2000 salariés répartis sur l'ensemble du territoire, puisque nous avons la chance d'avoir un réseau de magasins très bien développé. Nous avons 200 magasins qui sont répartis sur la totalité du territoire français. Et puis, dans des grandes villes ou plutôt toutes les villes de en taille gros, moyenne aussi? aujourd'hui, avec un réseau de 200 magasins, on couvre la totalité des villes de moyenne en province. Et donc on est vraiment présent sur la totalité du territoire. Et vous dites, il y a des plus gros clubs, le plus gros club peut-être au monde. Ça veut dire que vous êtes aussi présent à l'étranger, ou c'est simplement votre poids en France qui fait que vous êtes leader? On est présent dans les pays francophones, donc on est présent en fait en Suisse francophone, au Québec et en Belgique francophone. Donc via des filiales que sont France Loisirs Suisse, Belgique Loisirs et Québec Loisirs, où nous proposons une offre quasiment équivalente à celle que l'on propose en France. Et de par notre résultat et notre poids de chiffre d'affaires, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est leader en France et leader quasiment au monde. Alors avant de passer à nos sujets plus relations clients, mais l'Afrique francophone? Il y a eu des réflexions à un moment donné, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on reste focalisé sur... Comment vous l'expliquez? Un peu... je sais pas, trop compliqué. Oui, des marchés qui étaient compliqués à toucher à un moment, et puis après, comme dans beaucoup d'entreprises, une gestion des priorisations qui font que d'autres priorités ont été retenues à ce moment-là. Alors, on va parler de relations clients, mais vous-même, vous êtes arrivé comment chez France Loisirs, et racontez-nous peut-être en quelques mots votre propre parcours. Alors moi je suis arrivée chez France Loisirs en septembre 2009. Après un parcours qui n'avait strictement rien à voir avec le livre, puisque j'ai fait 12 ans dans le domaine bancaire, ou dans le marketing bancaire, à la fois marketing produit, puis de plus en plus marketing client, et dans des entreprises très différentes comme le Crédit Lyonnais, une start-up qui s'appelait The Bank à l'époque, Groupama Banque, etc. Où j'ai eu à gérer et à prendre en charge des missions aussi différentes que la gestion des moyens de paiement, par laquelle je suis rentrée sur le marché du travail, notamment via les cartes bancaires, et puis ensuite de plus en plus via la politique de relations clients et la gestion en fait de la stratégie client pour des entreprises bancaires qui avaient comme principal actif leur fichier client.
D'accord, donc Donc, vous êtes tombé dans l'histoire des fichiers depuis longtemps. Depuis longtemps, et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre France Loisirs donc en 2009, à un moment où je voulais aussi voir autre chose un peu que de la banque, et puis où France Loisirs en fait cherchait sur le marché des compétences justement en termes de gestion de fichiers clients, d'animation de clients, aussi bien en termes d'acquisition que de fidélisation. Donc voilà, je suis arrivée chez France Loisirs à ce moment-là. Alors, vous parlez, vous dites c'est un club de livres. Donc, vous avez expliqué le fonctionnement, c'est-à-dire que les gens s'abonnent en quelque sorte, deviennent adhérents, adhèrent à un système. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à Amazon, on pense à l'Internet, etc. Quel impact ça a eu sur l'entreprise France Loisirs, l'impact de l'Internet et du choix en ligne? Alors, plusieurs impacts. Le premier, ça a renforcé notre volonté d'être réellement multicanal, contrairement à des entreprises comme Amazon par exemple qui reste un pure player. Et aujourd'hui on voit que finalement le multicanal est une vraie force pour une entreprise, et la complémentarité des canaux est une vraie force. Donc on a vraiment cherché au cours des 10-12 dernières années à développer tout ce qui pouvait être le service multicanal à rendre à un client. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir un seul fichier client, ce qui fait que n'importe quel adhérent France Loisirs vient aujourd'hui sur n'importe quel canal et est reconnu exactement de la même manière. On a son historique d'achat, il a le même numéro de compte, on connaît ses préférences, etc. exactement de la même manière. Et ensuite, et en quoi ça enrichit cette relation, le fait d'être multicanal dans votre métier? Ça se passe comment? Donnez-moi un exemple par exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que par exemple un client va commander un livre sur le site internet et va se le faire livrer dans le point de vente à côté de chez lui. Donc ça a permis des services qui n'existaient pas aujourd'hui. Ça se passait comment? Il le recevait dans sa boîte aux lettres? Aujourd'hui, avant, il était ce qu'on appelle VP6, c'est-à-dire il choisissait de commander par téléphone ou par courrier et il recevait son colis dans sa boîte aux lettres, ou alors il choisissait d'aller acheter dans un magasin et donc il se déplaçait dans le magasin. Là aujourd'hui, on voit vraiment, on joue sur la complémentarité des canaux. On sait que même un client qui est complètement acheteur en point de vente et qui va faire fortement confiance à son point de vente pour son acte d'achat, va aller se renseigner en amont sur internet pour découvrir l'offre, donc ça a vraiment permis aux clients d'avoir accès à une information plus riche aussi, et d'avoir accès à une offre qui peut être complémentaire. On a des points de vente qui ont aussi une surface qui est relativement petite. Et c'est vrai que le fait d'avoir à côté le site internet nous permet de montrer une offre plus profonde sur internet que celle qu'elle peut être en point de vente. Donc les clients peuvent aussi jongler entre les deux canaux en fonction du produit qu'ils vont rechercher. Et donc cette complémentarité, donc on parle de la livraison, mais sur la consommation, on dit que les gens lisent de moins en moins, donc ça peut avoir un impact sur le marché de la lecture de livres. Comment vous le gérez, comment vous l'appréhendez? Alors, est-ce que c'est vrai d'abord que les gens lisent de moins en moins? C'est vrai? C'est vrai sur le marché que les gens, certaines typologies de personnes lisent de moins en moins. On l'a vu au cours des dernières années, il y a certains blockbusters qui ont permis de soutenir aussi le marché du livre et de faire découvrir de la lecture à des publics un peu différents. On pense à Harry Potter, on pense à Twilight, qui ont permis de soutenir un peu le marché du livre au cours des dernières années. Mais dans l'absolu, c'est vrai que chez France Loisirs, on a cet avantage, de par la dimension club et de par le système club, de faire en sorte que nos clients sont toujours dans une relation particulière au livre et sont très attachés aussi à la lecture, que ce soit pour eux-mêmes ou pour le reste de leur famille. Parce qu'on finalement, on s'aperçoit que même si c'est une personne qui adhère, et souvent c'est une femme, c'est avant tout une carte famille et tout le monde profite de l'offre. Ensuite, donc ce sont les mêmes familles qui lisent peut-être plus, ou est-ce que si on dit que les gens lisent moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des catégories de Français par exemple qui lisent presque pas? Aujourd'hui, il y a des catégories de Français qui lisent quasiment pas. En moyenne, on dit qu'un Français lit 4 livres par an. C'est relativement faible, oui. Donc c'est une moyenne, donc il y en a qui lisent pas et d'autres qui lisent énormément. Et c'est plutôt les femmes qui lisent? C'est plutôt les femmes qui lisent. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Vous le savez, vous, pourquoi c'est comme ça? Les études montrent que c'est une problématique de temps. Alors après, ça dépend aussi du type de lecture. Nous, c'est vrai que chez France Loisirs, on est sur du roman, qui est plutôt du roman grand public, etc. Et c'était plutôt un genre de lecture qui est plébiscité par les femmes. Après, il y a d'autres types de livres, notamment tout ce qui est essais, etc., sur lesquels le public masculin est un peu plus représenté. Ouais. Mais là, en moyenne, ce sont les femmes qui lisent plus. J'ai cru en comprendre que vous disiez que c'est une question de temps. On dit que les femmes, elles ont 3 vies, elles ont leur vie professionnelle. Elles ont 3 vies, mais elles arrivent encore à se faire plaisir par la lecture. Ça, c'est étonnant. Donc, c'est un rapport aussi à l'outil. Est-ce qu'on est dans l'ère du numérique? Est-ce que le livre qui est en train de devenir numérique? Est-ce que vous parlez du livre numérique et de livre papier? Comment vous gérez cette mutation aussi? Aujourd'hui, France Loisirs ne distribue que du livre papier. Nous avons, par le groupe auquel France Loisirs appartient, un partenaire qui s'appelle Chapitre.com, qui lui vient de développer sa propre offre numérique. Donc en fait, nous distribuerons des liseuses et des tablettes au sein de France Loisirs qui permettent d'accéder directement à notre partenaire Chapitre.com, et nous sommes en train de réfléchir, et normalement ça devrait aboutir et être lancé d'ici la fin de l'année, à une offre numérique pour le club France Loisirs. Très bien, donc, on a un scoop aujourd'hui pour chaque client. On va avoir une offre numérique chez France Loisirs. Exactement. Ça pose des problématiques de droit d'auteur, ça pose des problématiques de gestion, des problématiques exactement, de droit d'auteur, de nouveaux modèles économiques aussi, puisque c'est vrai que les relations que France Loisirs entretenait avec les éditeurs sur le papier sont rendues obligatoirement différentes de par la loi sur le livre numérique et de par la vie du livre numérique qui est foncièrement différente du livre papier. Donc ça nous force à repenser nos relations avec nos clients et avec nos fournisseurs. Est-ce que pour vous c'est pas une opportunité? Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas tant de différence de prix que ça entre un livre numérique et un livre papier. Donc on a l'impression que les éditeurs vont largement y trouver leur compte, parce qu'ils vont gagner presque la même chose en n'ayant pas à imprimer, couper des arbres, faire du papier. Il faut savoir qu'il y a une infrastructure informatique qui est nécessaire et qui doit être créée, donc forcément il faut réussir à l'amortir. Il y a un coût de démarrage. Il y a un coût de démarrage qui est important. Et puis ensuite, c'est un marché sur lequel aujourd'hui, notamment en France, on est quand même sur des balbutiements, plus que sur une réelle développement. On va dire que l'année 2012 va être l'année du réel lancement du livre numérique en France, mais on est encore loin des chiffres des États-Unis ou même de l'Allemagne qui est foncièrement en avance sur nous. Donc les éditeurs sont encore dans une logique un peu de regarder comment va se passer le marché, quels sont les acteurs qui vont émerger, quels sont ceux qui vont réellement réussir à prendre une place, et en fonction de ça, le marché va se stabiliser au cours des différents mois et années, et on verra. Et le modèle économique va se créer autour de ça aussi. Alors ça va changer le modèle économique, ça va aussi probablement changer le mode relationnel avec les clients. On s'aperçoit notamment avec l'expérience qu'on a via Chapitre.com, que finalement le client reste dans une relation avec le numérique un peu comme il était dans le papier vis-à-vis de son libraire, c'est-à-dire qu'il attend quand même une forte dimension de conseil, il attend toujours une forte dimension de service autour du numérique, et après c'est l'acte de vente qui en est transformé beaucoup plus immédiat dans le numérique que dans le papier, mais on travaille actuellement des modèles où on puisse permettre notamment du téléchargement dans des lieux physiques, type des points de vente, etc. Parce qu'on sait que finalement le conseil humain du libraire va rester et va être aussi une dynamique importante pour le client. Alors, on a le sentiment qu'on en est vraiment au début de cette consommation numérique, mais on a l'impression que ça a changé plutôt la notion de distribution et de fabrication, mais qu'on n'a pas forcément une grosse différence dans l'usage. On lit un livre de la même manière, alors que le fait qu'il soit numérique permet probablement d'autres types de consommation du produit. Aujourd'hui, on le lit de la même manière. On commence à avoir sur le marché des livres, ce qu'on appelle des livres enrichis, donc enrichis avec de la vidéo, enrichis avec des liens, notamment directs sur Internet, etc. Qui font que aujourd'hui, c'en est qu'au balbutiement, et demain, ça devrait changer la manière dont le client consomme, entre guillemets, une lecture. Parce que ce que vous avez dit au départ, ce qui est assez frappant, c'est que c'est un club auquel on adhère. Et la notion de club, c'est une notion un peu collective. Un club, c'est l'endroit où on se retrouve entre personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc.
Est-ce que ce collectif existe chez France Loisirs? Est-ce que le numérique ne serait pas justement l'occasion de le développer? On a déjà essayé de le développer, notamment par tous les outils communautaires que nous permettent Internet aujourd'hui. Donc sur notre site Internet, il y a des avis, il y a aussi ce qu'on a appelé les top lecteurs, c'est-à-dire qu'on a des clients qui se proposent pour tester en avant-première des produits et qui ensuite vont commenter ces produits, et on va utiliser ces commentaires pour proposer ces produits d'une manière un peu différente à nos autres clients. On a aussi bien sûr Facebook comme tout le monde, et on essaye de plus en plus de fédérer nos clients autour justement d'une dimension un peu club, et moins d'une relation contractuelle. Achat client-fournisseur. Achat client-fournisseur, exactement. Et est-ce que dans l'aspect collectif, on adhère, c'est un club? Est-ce que dans le partage et dans la co-consommation, en fait, c'est ce que permet, si on fait le parallèle avec les jeux, quand le jeu est devenu numérique, les gens se sont mis à jouer en ligne. Est-ce qu'on peut imaginer une lecture collective? Est-ce qu'on peut imaginer de la lecture critique, collaborative? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? C'est des choses qui pourraient arriver. Il existe déjà des balbutiements, mais qui sont pour l'instant plus autour effectivement réellement d'un enjeu communautaire sans enjeu économique derrière. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens la lecture, bizarrement, et à la fois les gens aiment partager leurs expériences de lecture, leurs envies de lecture, etc. Mais au final, la lecture reste quand même c'est d'abord un plaisir solitaire qu'on partage relativement solitaire. Et donc, est-ce que le numérique pourrait changer ça? Est-ce que, au lieu d'avoir une phase de lecture puis une phase de partage, est-ce que le numérique pourrait mêler ces deux phases? Aujourd'hui, techniquement, elle le peut, notamment parce que sur les tablettes, on peut à la fois finalement lire et partager immédiatement avec ses amis son expérience de lecture ou son avis de lecture. Donc techniquement, elle le peut. Ensuite, c'est plus une dynamique en fait qui ne fonctionnera qu'avec une masse critique, parce que c'est vrai que si un client commence et qu'il est un peu tout seul, il va avoir du mal à... C'est quelque chose qui nécessite un auto-entretien, on va dire. Alors cette notion de club aujourd'hui ou depuis le passé, est-ce que c'est une notion de club un peu genre la mutualisation des problématiques assurantielles? Est-ce qu'on est collectif et donc l'intérêt qu'on y trouve, c'est justement le fait d'avoir des économies d'échelle? Ou est-ce qu'il y a d'autres avantages dans le fait d'appartenir au club France Loisirs? L'idée de départ du club France Loisirs était vraiment de pouvoir apporter au maximum de clients et à une majorité de personnes un accès facile à la lecture. Parce que c'est vrai que c'était le positionnement dans les années 70 où il n'était pas forcément facile d'accéder à la lecture pour tous, partout, etc. Ce qui a aussi prévalu finalement à la mise en place d'un réseau plutôt orienté dans les petites villes de province et dans les moyennes villes de province pour pouvoir permettre cet accès plus facile à la lecture pour tous. Et avec une volonté de dire, oui bien sûr, le fait, c'est parce que vous êtes un club que France Loisirs, c'est parce que vous appartenez au club, que France Loisirs peut vous permettre d'avoir accès à ces conditions privilégiées, notamment tarifaires, en termes de proposition de produits. Maintenant, l'idée aussi était de nourrir autour du club une dimension un peu fédérative, autour finalement parce que j'appartiens à France Loisirs et parce que j'ai adhéré chez France Loisirs, je me vois proposer les meilleurs produits qui peuvent exister dans différents domaines d'activité. C'est ce qui a prévalu aussi après à de la diversification autour des voyages, autour de la photo notamment, et qui font qu'aujourd'hui finalement nos clients sont pas uniquement dans un club de livres, mais dans un club qui va leur permettre d'accéder dans différents univers de consommation aux meilleurs produits à des conditions préférentielles. Et alors votre problématique en tant que responsable de la relation client chez France Loisirs, c'est quoi votre enjeu à titre personnel? Aujourd'hui, et comme beaucoup d'entreprises, la satisfaction du client, bien sûr, et la satisfaction du client avec un objectif qui est de faire en sorte que le client reste client adhérent le plus longtemps possible. Donc une logique de fidélisation? Une logique de fidélisation
qui passe avant tout par de la satisfaction, c'est-à-dire que de par le système club, naturellement, donc le client est obligé de consommer le club pour pouvoir en faire partie. Et il y a intérêt donc, parce que il y a intérêt parce qu'il voilà. Maintenant, l'idée elle est que ce n'est que parce qu'on va lui proposer les produits qui lui correspondent et qu'il va en être satisfait, qu'il va avoir envie de rester au-delà de la relation purement contractuelle. Donc on a un contrat initial d'une durée de 2 ans. Donc de rester au-delà de ces 2 ans et même à l'intérieur de ce contrat, de consommer les produits qu'on va lui proposer. Alors pour vous, comment ça va se transformer, comment ça va évoluer? Parce que 2 ans, mettons que ce soit une échéance de renouvellement de votre population actuelle, qu'est-ce qui fait que ces gens-là vont devenir des lecteurs fidèles, enfin des adhérents fidèles à votre entreprise? Vous mesurez par exemple le fait qu'ils soient des ambassadeurs de votre entreprise et qu'ils soient des prescripteurs? On mesure effectivement de manière régulière la satisfaction, l'image, le taux de recommandation aussi du club à des tiers et on le voit aussi concrètement dans les chiffres par des services tels que le parrainage ou par le fait aussi que une partie des clients qu'on recrute aujourd'hui sont des clients qui ont été clients déjà chez France Loisirs à un instant T, qui pour des raisons X ou Y de vie, parce que finalement sur 40 ans il peut se passer quand même beaucoup de choses, sont partis du club, mais reviennent 10 ans après ou 15 ans après en se disant bah oui finalement France Loisirs c'est quand même bien. Et dans ces cas-là, ils retrouvent leur place dans votre fichier ou ils l'ont jamais quitté? Ils retrouvent notamment les avantages liés à leur ancienneté. Donc aujourd'hui en fait on a un système de fidélisation qui donne un statut différent au client en fonction de son ancienneté et quelqu'un qui partirait avec un statut or qui est donné à tous nos adhérents de plus de 3 ans et qui reviendrait plus tard, on lui redonne immédiatement à son entrée les avantages liés à ce statut. Vous avez la mémoire longue. Exactement. Et alors les réseaux sociaux, vous en avez parlé, vous dites on est sur Facebook comme tout le monde. Qu'est-ce que vous en tirez comme parti de ces réseaux sociaux? Aujourd'hui, on est sur Facebook comme tout le monde, ça, je pense que voilà, on a une communauté d'un peu plus de 19 000 fans, donc c'est vrai qu'on en est plutôt satisfait de cette communauté parce que notamment c'est une communauté qui interagit fortement avec la marque et qui interagit aussi entre elles. Donc on en revient à cette dimension de club, c'est-à-dire que les fans de la page se parlent, se donnent des bons plans de lecture, donc de produits qui sont distribués par France Loisirs, mais de temps en temps aussi de produits qui sont distribués ailleurs, et interagissent fortement avec France Loisirs sur tout ce qu'on peut mettre en place en termes d'animation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la page, elle est avant tout une page de relations clients positives, c'est-à-dire on va se refaire le relais de toutes nos animations. C'est là que se manifeste la notion de club en réalité. Et c'est là que se manifeste la notion de club. Est-ce que ça n'a pas posé la question à l'entreprise de se dire est-ce qu'on n'aurait pas dû créer cette page virtuelle nous-mêmes sur un site internet sans attendre Facebook? Alors, on avait réfléchi à des contraintes, à une logique communautaire quand je suis arrivée, donc il y a 3 ans avant la création de la page Facebook, au moment où le communautaire démarrait. Pour des considérations techniques, ça avait été difficile à mettre en place, mais c'est vrai que aujourd'hui, au niveau du groupe, il existe des réflexions sur les communautés de livres, comment faire vivre une communauté de lecteurs indépendamment de Facebook. Mais c'est vrai qu'on va dire que la plateforme technique offerte par Facebook permet aujourd'hui un relais relativement performant. Et c'est vrai que les adhérents nous suivent. Donc aujourd'hui, on est même à une communauté que de 19 000 fans, mais qui est plutôt... Sur combien de clients? On a un peu moins de 3 millions de clients aujourd'hui. 3 millions, oui, donc vous avez encore une marge de progression. On a une marge de progression, mais après on est aussi sur un profil on a un profil de client qui n'est pas forcément compatible avec le profil très geek, même si Facebook c'est pour tout le monde. Mais on est fortement content quand même d'avoir ces fans et encore une fois de leur niveau d'interaction avec Alors comment vous avez collecté ces fans? Vous avez une politique spécifique à ces réseaux sociaux, à Facebook, ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard? Non,
On l'a fait uniquement sur nos propres bases, c'est-à-dire qu'on a fait sur de la communication directe à nos propres clients, donc relayé sur nos principaux canaux de communication et avant tout sur notre vecteur principal qui est notre catalogue trimestriel envoyé à tous nos adhérents. Et puis on a créé des campagnes d'animation directement sur Facebook en essayant d'avoir, enfin en visant des logiques de buzz. On avait notamment en 2010 fait un livre interactif en fait avec l'aide d'Anna Gevalda qui nous avait permis d'augmenter un peu notre notoriété sur Facebook et d'acquérir des fans en plus. On a fait l'année dernière un concours avec une mosaïque qui nous a permis de recruter de nouveaux fans et surtout qui leur a permis aussi on a reconcrétisé cette logique de multicanal puisque la mosaïque créée sur Facebook a servi de couverture à notre catalogue quelques mois après. Donc l'idée encore une fois elle est vraiment de créer des passerelles. Mosaïque de photos, vous voulez dire? Mosaïque de photos, exactement. D'accord, c'était les photos de vos membres, de vos fans qui les photos de nos femmes qui servaient de couverture. C'est quand même étonnant, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Est-ce que vous avez une approche de fusion de vos canaux? Est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qui se passe le jour où nos membres, nos fans, viennent réclamer sur la page Facebook au lieu de le faire dans un service client par exemple? Aujourd'hui, quand un client vient sur Facebook et réclame, il y a le service client qui derrière est organisé pour traiter la réclamation de ce client sous forme soit de message privé, soit sous forme d'appel, de contact sur d'autres médias, type le téléphone par exemple ou l'email. Est-ce que vous ressentez une pression supplémentaire quand quelqu'un vient manifester son mécontentement sur la page Facebook? On ne ressent pas une pression supplémentaire en termes de satisfaction de la relation client parce que qu'il soit mécontent sur Facebook, qu'il soit mécontent au téléphone ou en point de vente, on estime qu'on doit le traiter de la même manière. Par contre, on ressent plus une urgence par rapport à la réponse qu'on doit lui apporter pour essayer d'éviter l'effet buzz. Parce qu'il y a 19 000 spectateurs, c'est ça le problème. Voilà, et ça peut prendre des proportions. Donc effectivement, est-ce que ça veut dire pour vous que les règles de réactivité sur Facebook vont déteindre sur les règles de réactivité dans votre service client classique? Elles l'ont déjà fait, c'est-à-dire qu'elles nous ont forcé à mettre en place des process spécifiques et identifier des personnes spécifiques au sein du service client qui sont habilitées à répondre et qui doivent réagir dans des temps qui ne sont pas les temps de réaction habituels du service client. Donc on a été forcé de créer des process. Mais ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que finalement, indépendamment de Facebook, c'est plus sur la globalité de la sphère internet et de tous aujourd'hui les sites qui existent d'avis de consommateurs, etc., sur lesquels il faut être capable de pouvoir répondre et être présent, parce que Facebook en est un, mais il y en a beaucoup d'autres. Et la place du téléphone dans cette relation client, dans votre entreprise, ça donne quoi? Aujourd'hui, le téléphone est toujours un canal important en termes aussi bien de relations clients de vente que de relations clients service. Aussi bien en appel entrant qu'en appel sortant d'ailleurs. Et on a la chance d'avoir conservé notre service client propre. Donc on a nos propres conseillers donc, qui sont basés dans le Nord et qui traitent aujourd'hui la totalité de nos appels. Donc on a conservé notre relation client en France et encore plus qu'en France, on l'a conservé chez vous. Et c'est quelque chose qui est en interaction avec l'ensemble du reste de l'entreprise. On a eu la chance de... Quel apport particulier vous ressentez pour ça? C'est beaucoup plus facile en termes de relations au quotidien, en termes d'évolution des process, dès qu'on lance un nouveau produit, dès qu'on lance une nouvelle procédure, un nouveau service, etc. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus réactif. Parce qu'il suffit de faire une formation rapidement, et puis ça permet aussi aux personnes du service client de pouvoir participer à la réflexion finalement et à l'enrichissement en fait de tous les nouveaux services qu'on va proposer aux clients. Donc c'est vrai que ça ne serait pas possible si c'était externalisé? Différemment, parce qu'il y aurait une relation en plus client-fournisseur qui viendrait interagir au milieu et intéressant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose auquel on tient
Et même nos clients, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des conseillères qui, en plus, on a la chance d'avoir un call center qui est très stable, notamment en termes d'employés, etc. Et du coup, on a des clients qui sont très attachés parce qu'ils le comprennent, même au téléphone, que les conseillers sont attachés à... Et cette relation par téléphone entre les clients et les conseillers, c'est à quelle fréquence? Les clients sont en contact à différentes opportunités. Ils achètent, ils veulent un renseignement, il y a un retard de livraison, ils veulent en savoir plus sur tel ouvrage, donc il y a à la fois du contenu, etc. En moyenne, les clients sont en contact combien de fois dans l'année avec vos services? Avec nos services au global? Oui. Par téléphone. Par téléphone. Oui. On mesure pas en fait, on mesure pas cet indicateur-là, puisque c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que finalement nos clients aujourd'hui sont complètement libres du choix de leur canal de contact. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est point de ventiste par exemple, si jamais il a besoin d'avoir un contact avec France Loisirs, même pour un renseignement, il va se déplacer dans sa boutique. Donc c'est vrai que du coup on calcule pas vraiment de ratio de contact, calcule des ratios de contact mais qui sont plus globaux par rapport à la marque France Loisirs. Ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit plusieurs centaines de milliers d'appels par an. Donc si vous faites des divisions, vous pouvez dire que les gens appellent en moyenne une fois tous les quelques années? Oui, même plus souvent que ça. Plus souvent? Ouais. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que vous dites qu'on a 3,5 millions de clients. 3 millions. Donc si vous avez, mettons, 1 million d'appels par an, c'est-à-dire qu'ils appellent une fois tous les 3 heures et demie. Oui, mais en fait, ça se compte pas comme ça parce que ouais. le média téléphone est quand même moins important que les points de vente et qu'Internet. Donc le réflexe, le réflexe du client chez France Loisirs, c'est vraiment celui d'utiliser son canal de prédilection d'achat pour rentrer en contact avec la marque. Donc un internaute va plutôt utiliser l'email et un point de ventiste, encore une fois, va aller voir sa vendeuse en point de vente. Et donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour les années à venir? Ça serait quoi votre vœu, votre projet personnel dans la relation client chez France Loisirs? Vous auriez réussi une bonne relation client s'il se passait quoi? Si on arrivait à augmenter encore notre niveau de satisfaction, ça c'est un challenge qu'on s'est fixé. Vous mesurez comment? Vous dessinez on a un baromètre de satisfaction qui a lieu au minimum une fois par an, donc 2 fois quand on peut, et qui est fait donc sur un échantillon représentatif de la totalité de notre fichier et qui permet de mesurer la satisfaction à la fois à l'égard de la marque et du club en général, mais également de plusieurs aspects, donc aussi bien l'offre produit que les canaux de vente, que le catalogue, etc. Donc on a un baromètre qui est relativement précis de l'état de la satisfaction du client vis-à-vis de France Loisirs et des leviers qu'on peut trouver pour l'améliorer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on améliore encore cette satisfaction afin de pouvoir aussi augmenter le niveau de recommandation de la marque, parce que c'est vrai qu'on a des enjeux sur la résiliation, et donc il faut qu'on renouvelle notre fichier et faire en sorte que Est-ce que vous allez faire comme on imagine Amazon? Est-ce que vous allez faire autre chose que du livre? On va commencer, donc je vous dis, alors la diversification sur France Loisirs, c'est quelque chose qui date depuis quasiment même plus de 20 ans. Donc aujourd'hui on offre à nos clients un éventail très très large de produits complémentaires, donc aussi bien de la photo, des voyages, des assurances, du crédit, du soutien scolaire. Enfin, l'éventail est très très large. On va aujourd'hui vers de nouveaux marchés qu'on est en train d'explorer et qui sont en test. Mais voilà, la diversification fait partie de l'ADN intrinsèque de la marque, et encore une fois vient nourrir cette dimension club. Donc l'idée, elle est de nourrir le club à la fois par une dimension communautaire, en réfléchissant à comment on peut faire en sorte, encore une fois, que les gens interagissent encore plus avec eux et entre eux et avec nous. Et puis à côté de ça, donc quels sont les produits que demain pourrait être intéressant de leur proposer, tout en gardant bien sûr notre cœur de business autour du livre, papier ou numérique. Et écoutez, on vous souhaite de réussir dans une belle entreprise qui a l'air d'être pleine de projets. Et merci, à bientôt. Merci à vous.